Bonjour à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous parler de politique cette semaine et plus précisément de lutte contre le réchauffement climatique. Comme c'est une émission culturelle, on va quand même se poser la question de savoir comment les arts, le théâtre, la littérature, la musique peuvent nous aider à parler de cette thématique-là. On évoquera également le risque d'une guerre nucléaire. En fin d'émission, on aura un micro ouvert. Ce sera avec Dominique Bella. Lui, il nous parlera de culture russe. On évoquera évidemment l'Ukraine avec lui. Merci d'être en rendez-vous. C'est Connaissez-vous. On est parti. Bonjour François Gemène. Bonjour Villet. Comment est-ce qu'on vous présente? Je ne sais pas, chercheur peut-être? Chercheur, politologue? On peut dire ça. Ouais, spécialiste du climat? On peut dire ça aussi. Spécialiste des migrations? Aussi. Ouais, je vois que vous cherchez votre place. Je me demande où je me mets en fait. Alors, me dis, est-ce qu'on reste debout? Est-ce qu'on s'assied? On va vous rapprocher de la banquette. De la banquette. La banquette, voilà. Et vous allez prendre la place qui est à votre droite ou à votre gauche, ça dépend dans le sens dans lequel vous êtes. Ici. Voilà, par exemple, là, ce serait très bien. Oui, voilà. Comme ça, le caméraman et la réalisatrice vont être contents que vous soyez... Je veux surtout pas me fâcher avec eux. Un petit peu posé. On va parler climat avec vous, si vous voulez bien. Ça reste une urgence? Plus que jamais. C'est-à-dire que j'ai même presque envie de dire que chaque année qui passe, chaque jour qui passe, quelque part renforce ce sentiment d'urgence. Et le problème, c'est que plus on attend, évidemment, plus ça sera difficile d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et il y a ce grand paradoxe, en fait, qui fait qu'à la fois, c'est une urgence absolue, mais qu'on a toujours l'impression qu'on peut attendre et qu'on peut, quelque part, procrastiner et attendre l'année suivante pour agir. Et le problème, c'est que le problème s'aggrave chaque année. Alors, vous êtes dans une émission culturelle. On ne va pas parler que de climat, mais on va en parler beaucoup, parce que vous êtes un des intervenants d'un spectacle qu'on peut voir en ce moment au Palais du Hézel. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'entrer dans cette aventure? Parce que je pense que c'est vraiment important de parler à tous les publics et de développer des formes de communication nouvelles, notamment des formes de communication plus artistiques ou dans le divertissement autour de cette question du climat. Je pense qu'une erreur fondamentale que nous avons faite en tant que chercheurs, c'était d'imaginer qu'il suffisait de présenter les faits, les chiffres et la réalité des choses aux gens pour déclencher une action collective sur le changement climatique. Et on voit bien que ça ne suffit pas et qu'il faut des entreprises de médiation pour quelque part déclencher l'action chez les gens. Alors ça peut être évidemment des mobilisations sociales et politiques comme celle des jeunes pour le climat, mais je crois que véritablement il y a une nécessité aussi d'un engagement artistique et pédagogique et idéalement mêler les deux. Et donc c'est l'idée de ce spectacle qui est aussi une forme d'exposition. Ouais. C'est un spectacle tout public, grand public, ça cible plutôt les jeunes? Ça cible plutôt les jeunes, évidemment c'est accessible aussi pour les adultes, mais je dirais que le public cible vraiment se situe entre 12-13 ans et 24-25 ans. Ouais. Et on va être confronté dans ce spectacle à une sorte d'intelligence artificielle. Je propose qu'on regarde une des premières minutes de ce que les spectateurs vont voir s'ils vont au Hézel et puis on en reparle juste après. Avec plaisir. Bienvenue à tous les sujets de type Homo sapiens présents dans cette salle. Je m'appelle Gaïa. Je suis une intelligence artificielle développée assez brillamment pour accompagner votre espèce face à l'urgence climatique. Préparez-vous, un sujet test va être sélectionné. Je vais extraire un dilemme climatique du cortex cérébral du sujet 17. Il nous servira de base pour la première phase du protocole. 3, 2, 1, extraction. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Les projections mentales que vous pouvez observer illustrent le dilemme du sujet 17 sur le choix de sa destination de vacances. Non, mais ça va, la vie privée? Le dilemme est le suivant. Doit-elle passer 2 semaines dans une maison de campagne située à 1 heure de train ou un séjour aux Canaries? Sujet 17. Oui. Puis-je me permettre une question indiscrète? Bah, j'avais pas l'impression que la discrétion soit au cœur de vos préoccupations. J'imagine que votre réponse ironique suggère l'affirmative. Pourquoi hésitez-vous alors que votre cortex semble sensibilisé aux enjeux climatiques actuels? Voilà, le sujet 17. Il passe pas un moment hyper agréable, hein, le sujet 17 dans le spectacle. Disons qu'il est un peu au centre de l'attention. Ouais. Et puis il est choisi par hasard, donc on pourrait se retrouver sur ce fauteuil si on va au spectacle. Potentiellement. L'idée du spectacle, c'est vraiment de placer le spectateur face à ses dilemmes et face à ses
contradiction et de se dire que nous sommes tous face à une série de choix, à la fois des choix individuels, mais aussi des choix collectifs, et que quelque part, personne n'a de solution parfaite et que quelque part, il faut que nous la construisions ensemble. Donc c'est vraiment un spectacle qui ne cherche pas du tout à culpabiliser le spectateur, mais au contraire, à quelque part le placer face à ces contradictions et essayer de voir avec les spectateurs quels sont les obstacles à l'action. Oui. Alors l'exemple des vacances, il est intéressant entre partir à la campagne pas trop loin de chez soi ou alors s'offrir un long dépaysement avec un voyage en avion. C'est une problématique que on peut tous rencontrer, mais c'est une problématique assez typique de ce qu'on appelle les blocages. On sait qu'on ne devrait pas le faire, mais on a envie de le faire quand même. Bien sûr, on prend les vacances, on peut prendre l'exemple des déplacements en voiture, on peut prendre l'exemple des régimes alimentaires, on peut prendre l'exemple des vêtements aussi. Et bien sûr, on est tous, et moi le premier, face à ces contradictions. Il y a toute une série de choses qu'on sait qu'on devrait faire autrement, mais qu'on fait quand même différemment. Et on est un peu tous dans cet état qui est appelé l'apraxie, c'est-à-dire le fait de savoir, mais de ne pas agir. Le spectacle, il permet de lever ces blocages ou d'en sortir avec la volonté de les lever? En tout cas, je pense qu'il permet quelque part de les objectifier, d'en prendre conscience et de voir que ce sont des blocages qui sont très largement partagés. C'est aussi un spectacle interactif où à plusieurs moments, les spectateurs sont sollicités et on leur demande, face à un dilemme ou face à une question, ce qu'eux choisiraient. Et donc, grâce à un petit boîtier, ils peuvent voter, ils peuvent voir en temps réel ce que les autres ont répondu et ce que les spectateurs qui sont passés avant eux ont également répondu, et donc voir si leur avis est plus ou moins largement partagé, par exemple. Ouais. C'est vraiment une expérience collective. Question qu'on se pose, à quoi ça sert que moi je fasse des efforts si mon voisin n'en fait pas? À quoi ça sert que la Belgique fasse des efforts si d'autres pays à l'autre bout de la planète n'en font pas? Eh bien, je pense qu'il faut réaliser que chaque effort vaut la peine en réalité. Je pense qu'un grand problème vraiment en termes de communication auquel on a fait face et que les scientifiques ont parfois laissé s'installer, notamment dans le débat public ou médiatique, c'est d'avoir une sorte de discours binaire sur le changement climatique. Où souvent on va demander est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à nos chances d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris? Est-ce qu'on va gagner ou perdre la bataille contre le climat? Il nous reste 3 ans ou 10 ans pour agir. Et quelque part, ça donne l'idée qu'on va gagner ou perdre, et ça donne l'idée au fait que si moi je fais des efforts mais que le voisin ou le pays d'à côté n'en fait pas, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut absolument sortir de ce discours binaire et réaliser que le changement climatique, c'est un problème graduel, c'est pas gagné ou perdu. Et chaque tonne de CO2 qu'on n'envoie pas dans l'atmosphère représente autant de souffrance en moins pour des millions de gens à l'autre bout de la planète. Et donc, chaque effort vaut la peine, même si je suis le seul à les faire, ça vaut la peine quand même. Est-ce que les pays riches doivent faire plus d'efforts que des pays pauvres? Oui, ils doivent faire plus d'efforts à la fois parce qu'ils portent une plus grande responsabilité historique dans le problème, parce qu'ils ont davantage de capacité à faire des efforts, ils sont plus riches, mais je dirais que ces efforts ne doivent pas, à mon sens, porter uniquement sur les émissions à l'intérieur de leurs frontières. Aujourd'hui, on est vraiment très concentré sur les émissions qu'on produit sur notre territoire. Alors qu'en réalité, l'enjeu véritable de la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas seulement de réduire ses propres émissions, c'est de voir comment on peut travailler avec les autres pays pour réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Le climat se fiche éperdument que les émissions soient produites à Bruxelles, à Tokyo ou à Washington. Ce qui compte, c'est la manière dont on va travailler ensemble pour réduire les émissions. Et donc, il faut vraiment que les pays riches sortent de cette idée que leur seul défi, c'est de réduire leurs propres émissions. Ils ont une responsabilité qui dépasse largement leurs frontières. François Gemette, donc on parle de ce spectacle, c'est The Climate Show, c'est donc jusqu'à la fin juin au Ezel. Vous avez eu des responsabilités politiques. Vous avez travaillé avec un ministre belge au début de votre carrière, vous avez conseillé des hommes politiques français, vous avez participé notamment à la campagne électorale française en étant le conseiller du candidat écologiste français Yannick Jadot. Avec un grand succès électoral. Avec un grand succès électoral. Vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, donc ça c'est bien. Est-ce que vous croyez encore à l'action des politiques dans ce domaine ? Je pense qu'on a parfois trop mis l'accent sur l'action des politiques. C'est-à-dire que souvent, le discours, notamment le discours des jeunes, a été de dire « c'est aux politiques d'agir, les gouvernements doivent en faire plus ». Mais la réalité des choses, c'est que
les politiques reçoivent rarement un mandat de leurs électeurs pour en faire plus. Et je crois qu'il faut dire les choses franchement. Si les gouvernements, si les politiques n'en font pas plus pour lutter contre le changement climatique, c'est aussi parce que leurs électeurs ne leur demandent pas clairement d'en faire plus, ils n'ont pas de mandat pour cela. Et donc je crois que parfois on fonde trop d'espoir sur l'action politique et sur l'action des gouvernements, alors que je pense que le changement va sans doute venir davantage de groupes très déterminés dans la société civile, dans les municipalités ou dans les entreprises qui vont quelque part pouvoir avoir une action pionnière et entraîner avec eux le reste de la société. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que le changement pourrait venir d'une majorité conscientisée. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où la majorité de la population est largement conscientisée à ces enjeux, mais où malgré tout, le changement tarde à venir, est trop lent, est insuffisant. Et donc je pense qu'il faut sans doute davantage miser sur des minorités très déterminées qui vont faire bouger les choses. Si on a aboli, c'est un exemple que je prends souvent, si on a aboli le ségrégationnisme aux États-Unis, c'est pas parce que les Noirs sont d'un coup devenus majoritaires dans la population américaine. C'est parce qu'ils ont su lutter pour leurs droits, ils ont su être très déterminés et construire des alliances avec d'autres groupes, et ils ont ensuite entraîné le politique. Ce n'est pas le politique qui a décidé la fin de la ségrégation, ce sont les gens qui ont poussé très très fort pour que cette ségrégation cesse. Oui. C'est ambivalent ce que vous dites, François Gemène, parce que ça veut dire que la démocratie ne marche pas, et ça veut dire que notre système démocratique, où c'est une majorité qui décide une politique, n'est pas capable de décider d'en finir avec le réchauffement climatique? Oui, c'est le constat un peu dépité et malheureux que je pose. C'est pas très démocratique. Je pense qu'effectivement, on touche ici aux limites de la démocratie. Et donc la question, c'est de dire, est-ce que nos institutions démocratiques, est-ce que la démocratie représentative a la capacité de traiter la question du changement climatique? Et honnêtement, je n'en suis pas sûr. Alors à partir de là, il y a deux solutions. Soit de considérer que tant pis, c'est la démocratie, et donc les gens votent pour leur suicide collectif, mais il n'y a rien à faire, c'est la démocratie. Ou alors de considérer que la démocratie, ce n'est pas juste les élections. Et de considérer que la démocratie, ça passe aussi par des mouvements sociaux, ça passe aussi par toute une série de droits et libertés, notamment la liberté d'entreprendre et d'innover, et de se dire qu'à partir de là, il y a peut-être moyen d'entraîner le reste de la société. Et effectivement, je pense que si on restreint la démocratie aux élections, alors effectivement, c'est un constat d'échec, et nous votons concrètement pour nous placer sur une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 3 ou 4 degrés. Ça veut dire que nous posons consciemment, je pense, un véritable choix de civilisation. C'est-à-dire que nous faisons le choix de transférer le coût, c'est-à-dire le coût humain, mais aussi le coût économique et financier du changement climatique, à la génération de nos enfants et petits-enfants. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment présenté les choses comme un véritable choix de civilisation. C'est pas hyper réjouissant. Non, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus se retrancher derrière des illusions. Et je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir regarder les choses en face pour éviter des désillusions demain. Et que si on se voile la face sur ces enjeux, eh bien on va demain au-devant de terribles désillusions, à la fois de désillusions sur le climat, mais aussi de désillusions sur la démocratie. Alors François Gemène, il y a dans ce spectacle auquel vous participez au ESEL, je voudrais qu'on parle de 2 livres que vous venez de publier. Le premier, ça s'appelle La guerre chaude. Alors c'est un livre très savant avec des politologues, des militaires aussi, oui, parce qu'il y a un rapport entre la défense et le réchauffement climatique. Et c'est notamment l'armée française qui s'inquiète de ça. C'est-à-dire que les militaires, plus globalement, et les experts de sécurité et de défense, sont de plus en plus sensibilisés et de plus en plus inquiets quant à l'impact que le changement climatique va avoir sur les questions de paix et de sécurité. Je donne simplement 2 exemples. Le président Macron a récemment décidé de retirer les troupes françaises du Sahel et donc de mettre un terme à l'opération Barkhane, qui était une opération militaire majeure de restauration de la paix et de la stabilité dans la région, qui est menacée par des mouvements djihadistes et terroristes. Et cette opération Barkhane s'est conclue sur un échec cuisant, et tous ceux qui reviennent de l'opération disent « Nous n'allons jamais parvenir à stabiliser cette région et à empêcher les mouvements djihadistes et terroristes de prospérer
tant que nous ne mettrons pas aussi des opérations d'adaptation au changement climatique et de restauration des sols. Parce que c'est la dégradation des sols qui va pousser les gens dans les bras de groupes djihadistes. De la même manière, la guerre en Ukraine met aussi en évidence à quel point notre dépendance aux hydrocarbures pose un énorme risque géopolitique pour la paix et la stabilité. Si aujourd'hui nous ne pouvons pas imposer des sanctions plus fortes à la Russie, c'est parce que nous ne sommes pas encore en mesure de nous passer du gaz et du pétrole russe. Et donc si on avait engagé la transition énergétique il y a déjà 20 ou 30 ans, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette position de faiblesse et de dépendance. Et donc le résultat, c'est que les experts défense et sécurité alertent quant au fait que le changement climatique et les énergies fossiles représentent un énorme risque de sécurité et qu'il y a urgence à sortir des énergies fossiles et urgence aussi à développer des politiques d'adaptation au changement climatique. Et donc, quelque part, il y a là des sortes d'alliés dans la lutte contre le changement climatique parce que c'est aussi un véritable enjeu de paix et de sécurité. Voilà, et donc c'est un ouvrage politique, collectif, la guerre chaude, et vous signez notamment un article sur le Pacifique Sud où vous expliquez par exemple que dans le Pacifique Sud, le réchauffement climatique, ça veut dire la disparition de territoires, des gens qu'il faut relocaliser, des conflits sur les zones de pêche et ce genre de choses. Et je pense qu'un des grands mérites du livre, c'est de faire écrire des militaires qui expliquent précisément aussi en quoi la lutte contre le changement climatique, c'est aussi une priorité pour la paix et la stabilité. Voilà. Alors, il y a un autre livre qui vient de paraître, qui est cette fois-ci entièrement de la plume de François Gemelle. Vous regardez sur votre gauche, vous allez, je le vois, oui. Vous allez le prendre si vous voulez bien, ce livre. C'est bizarre parce que je regarde ma propre photo qui est en couverture. Voilà, on a tous un ami noir, c'est le titre. Alors là, ça parle plutôt de la migration, parce que vous êtes aussi un spécialiste de la migration. Vous avez étudié les migrations climatiques, mais aussi les migrations en général. Oui. Je voudrais que vous alliez à la page 236. C'est celle avec un post-it ? Voilà, et il y a une petite phrase, j'aimerais que vous nous la lisiez. Bien sûr. C'est comme si la raison nous avait quittés. Les arguments rationnels et pragmatiques n'ont aucune prise dans les débats. Ni le respect du droit international, ni même l'intérêt économique ne semblent pouvoir convaincre les gouvernements les plus réticents d'accueillir des réfugiés. Pourquoi les arguments rationnels sont-ils inaudibles ? Pourquoi les arguments rationnels sont-ils inaudibles quand on parle d'immigration, François Gemelle ? Parce que toutes nos politiques en matière d'asile et d'immigration, malheureusement, sont aujourd'hui gouvernées essentiellement par des aspects idéologiques. C'est-à-dire qu'on ne va plus du tout chercher à voir comment améliorer l'accueil ou comment améliorer le bien-être des gens, mais on va chercher à quelque part marquer des points symboliques auprès de l'opinion. L'exemple le plus frappant, c'est la construction de murs et de barbelés aux frontières. Toutes les études montrent que ces murs et ces barbelés ne servent pas du tout à décourager les migrations, mais uniquement à les rendre plus dangereuses et à encourager le business des passeurs. Mais pourtant, on construit quand même ces murs et ces barbelés pour adresser des signaux à l'opinion, pour leur dire « rassurez-vous, on fait quelque chose pour essayer d'empêcher les gens d'entrer ». Et donc, c'est comme si on avait vraiment quitté la sphère de la raison pour entrer dans une sphère purement idéologique et purement symbolique. Et c'est très très inquiétant parce que derrière ça, il y a évidemment des vies humaines qui sont en jeu. Voilà, et vous racontez aussi qu'on est un petit peu prisonnier de l'impact de l'extrême droite sur ces questions et qu'on s'est réfugié dans une politique managériale où on fait un petit peu des chiffres. Ça s'appelle « On a tous un ami noir » et c'est aux éditions Pluriel. Voilà. Et celui-là s'adresse vraiment à tous les publics par rapport à la guerre chaude qui effectivement s'adresse à un public de gens qui sont déjà intéressés par la question. Voilà, donc 2 livres de François Gemelle et on peut choisir l'un ou l'autre ou on peut même choisir de lire les deux. Il y a un autre objet sur la banquette, est-ce que vous pouvez le prendre ? Bien sûr. Nous le décrire, qu'est-ce que c'est ? C'est un disque, un CD même, ouais. Qui s'appelle Flavor. Ouais. D'une artiste que vous connaissez ? D'une artiste que je ne connais pas. Elle s'appelle Marilène Corot et vous allez la rencontrer. Voilà, Marilène, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer à François Gemelle qui vous êtes ? Alors, je vois que vous avez mon CD. C'est une très jolie couverture, vous êtes très très réussi. C'est gentil, c'est très gentil. Ça vient d'un clip qu'on a tourné, cette photo. Et donc, je suis chanteuse et je compose aussi de la musique.
Et voilà, essentiellement. Et aussi Et ça, c'est votre premier album, alors? Oui, d'accord. C'est bien ça. C'est bien ça. Qui est sorti avec en 5 2020. chansons. Avec 5 morceaux. Ouais. Le premier EP. Vous ne dites pas tout, Marie-Laine. Vous êtes chanteuse, mais vous n'avez pas toujours été dans la musique. Vrai. Vous avez fait une reconversion professionnelle. Racontez ça, François Gemène. C'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles votre tête m'est très familière. C'est parce que j'ai été avocate en droit des étrangers. Ah oui, d'accord. Et donc, je vous ai souvent entendu intervenir sur la question de l'immigration. Et je vous admire beaucoup pour ça, je dois dire. Je vous trouve très... voilà, vous m'avez toujours très convaincue dans vos propos. Et oui, donc en fait, j'ai été avocate pendant quelques années. Et puis, j'ai décidé de changer. Donc, vous n'êtes plus du tout avocate, vous êtes devenue chanteuse à temps plein. Ouais. Voilà. C'est quoi le déclic, Marie-Laine Corot? Qu'est-ce qui fait qu'on passe du droit à la musique? Eh bien, ça a toujours été très présent en fait dans ma vie. La musique, ça a toujours été un peu, on va dire, un peu mon rêve depuis petite de faire ça à temps plein. Et puis, j'ai quand même pris un chemin en me disant plus raisonnable, de faire des études, avoir un diplôme, etc. Et puis, il y avait le droit qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé en fait travailler dans ce domaine-là, même si c'était vraiment c'est dur, non? difficile au quotidien, à fond, d'accompagner des personnes tellement démunies et en fait de se sentir tellement démunies aussi. Je comprends très bien ça. Donc voilà, c'est une matière finalement très politique et on a beau se battre, voilà, il y a beaucoup de limites, donc c'était assez décourageant. Donc oui. À partager. Après, j'ai adoré ce métier. Vous l'avez exercé combien de temps? 3 ans et demi environ. Ouais. Le premier album, il s'appelle Flavor. Il y aura un concert de présentation, ce sera le jeudi 5 mai au Sand, c'est rue de la Tulipe AXL. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album et puis on en reparlera juste après. Came with all your dreams, took your destiny in your head. You wanted to meet the world. I must apologize. We call ourselves a fortress, but this is not in my name. Came all eyes and ears, searching a reason to believe through the years. We thought that you would be free. The walls can stop the love, and they can fall in tears. And this is not in my name. Not in my name. Not in my name. Not in my name. Oh, not in my name. Voilà, Not in my name, pas en mon nom. Marie-Laine Corot, est-ce que vous pouvez peut-être... C'est chouette, hein? C'est super. Merci. Not in my name, pas en mon nom. Marie-Laine Corot, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer le propos, les paroles? D'ailleurs, il y a les paroles et même une traduction en français sur la pochette. Tout à fait, il y a le petit livret. le petit livret. Not in my name, mais pas en mon nom. En fait, ça vient
d'il y a plus ou moins 7-8 ans, justement, quand il y avait les manifestations auxquelles j'avais pas mal participé, où on scandait le slogan « Not in my name », justement par rapport à cette politique d'immigration à ce moment-là, en tout cas, et à l'accueil des réfugiés à ce moment-là, qui était quand même très, très questionnante, parce que il y avait tous ces réfugiés dans le parc Maximilien. C'était à ce moment-là où finalement c'est beaucoup les citoyens qui ont dû s'organiser, la plateforme pour subvenir un peu à l'accueil de ces réfugiés et à leur offrir un accueil décent. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de manifestations à ce moment-là. Et c'était vraiment un truc qui m'était resté en tête, quoi. Et c'est une chanson très politique, hein, vous. Quand on lit les paroles, vous dites « We call ourselves a fortress », on se fait appeler la forteresse. Voilà. « But this is not in my name », mais c'est pas en mon nom. Exactement, la forteresse européenne. Voilà, c'est pour dire, voilà, moi en tout cas, et je pense beaucoup de gens, c'est pour ça que je suis pas la seule dans ce clip, on voit un peu d'autres visages aussi. Ce n'est pas en notre nom, et justement montrer aussi, comme on a manifesté à ce moment-là aussi, que voilà, on n'est pas d'accord avec comment les politiques gèrent cela, et je pense qu'il faut, voilà, il faut le dire un maximum. Après, voilà, c'est juste parce que c'est moi un sujet qui m'a touchée aussi très fort. François Gemenne, j'imagine que ça vous parle. C'est quoi le rôle des intellectuels et des artistes aujourd'hui, par exemple sur cette question-là, mais aussi sur la question climatique? C'est quoi? C'est d'éclairer le débat, c'est de convaincre, c'est d'aider à la décision politique? Moi, je pense que c'est un devoir moral qu'ont à la fois les scientifiques, les universitaires, ce qu'on appelle les intellectuels, entre guillemets, mais aussi les artistes et tous les gens qui touchent un public particulier, de s'engager dans le débat public face aux grandes questions de société, des questions comme le climat ou comme la migration, mais il y en a toute une série d'autres. Il y a des questions de discrimination, d'injustice, de féminisme, etc. Et je pense que dès lors qu'on parle à un certain public, on a quelque part le devoir moral de s'engager sur ces questions de société, pas uniquement pour donner son avis, mais pour essayer quelque part d'éclairer le débat et aussi potentiellement de toucher d'autres publics. C'est certain que Marilène, quand elle chante, elle va toucher un autre public que les gens auxquels je m'adresse, moi, dans des colloques universitaires, par exemple. Et je crois que c'est vraiment très, très important d'essayer de pouvoir faire passer une série de messages sur des sujets et sur des questions qu'on trouve importantes. Marilène Corot, je voudrais que vous... on va pas l'écouter, mais il y a une autre chanson qui aurait pu plaire à François Gemenne, c'est Little Girl, hein, c'est ça? Oui, c'est aussi un morceau que j'ai écrit par rapport aux jeunes qui sont sortis dans la rue pour le climat. Ça aussi, ça m'avait fort touchée, quoi, de voir Est-ce que vous êtes une chanteuse engagée, Marilène? Mais voilà, moi j'écris sur des choses qui me touchent. Après, j'ai aussi des chansons d'amour, des chansons d'un peu de tout. Mais oui, je pense que c'est important d'en parler et de dire tout haut ce qu'on pense et ce qu'on sent. Et tant mieux s'il y a des gens qui adhèrent, et tant mieux si on touche d'autres personnes. Je pense que si vous avez un espace médiatique en tant qu'artiste ou en tant qu'intellectuel public, il y a un moment donné où face aux questions qui se posent et face à l'urgence et face à certaines injustices, vous ne pouvez pas vous placer dans une position de retrait qui est une sorte d'attentisme qui finalement vous rend complice de la situation. Et je pense que vous avez un devoir de parler et de vous exprimer. Il parle bien, hein, François Gemenne, Marilène. Oui, je suis d'accord avec lui. Alors je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de cet album. On va quand même parler un petit peu musique après. The way you make me feel sometimes just feels unreal. I'm way beyond the feel. My word has never been so clear. The day you came around, I knew something was on. And when your eyes met mine, I shut
Là, vous êtes tombée amoureuse. C'est ça, c'est un peu le sentiment amoureux. On voit les fleurs qui naissent dans le salon, il y a un peu un truc... Ouais, on a changé de registre, hein. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer à François Gemène, Marilène Corot, le style de musique que vous pratiquez, les influences? Comment est-ce que vous pouvez décrire ça? Ah, c'est une question un peu tricky, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent en fait comme genre, mais clairement je suis très influencée par le jazz. J'aime beaucoup, j'ai étudié le jazz et j'adore la liberté que ça apporte. Après mes chansons, c'est vraiment des chansons qui sont aussi pas mal dans la soul, néo-soul, un peu... Et je me dirige aussi, peut-être pour le prochain projet, un peu plus là-dedans. Je suis encore en recherche, mais aussi vers le côté latin, parce que je suis moitié chilienne. D'accord. Et donc, c'est aussi la musique latine, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup partie de moi. Et donc, j'essaie de mêler ces influences-là. Ouais. Voilà. Ça rend super bien, en tout cas. Il y a Stéphane Mercier qui vous accompagne notamment sur cet album et un guitariste aussi qui s'appelle Joël Rabé-Solo à la guitare. Ils seront avec vous au Sons à la Tulipe, rue de la Tulipe le 5 juin. Tout à fait. Le 5 mai, pardon. Stéphane malheureusement ne pourra pas être là, mais Joël Rabé-Solo sera là, et Phil Caporali, Toine Knockhart, Thibaut Dill. Et aussi, c'est Antoine Pierre qui m'a aidé dans la production musicale Donc c'est plutôt la scène jazz bruxelloise qui est autour de vous. Le 5 mai, c'est un vendredi, ça. C'est un jeudi. C'est un jeudi, voilà. Il est en train de noter la date, Bien François sûr. Gemène. Non, je vais essayer de venir. Ça vous parle, cette musique, François Beaucoup, Gemène? j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Merci. Ouais. Alors rendez-vous donc le 5 mai pour le concert et pour acheter l'album, il y a les bons disquaires et sinon il y a le site de Marilène Corot, marilenecoro.com. On va découvrir un autre musicien, si vous voulez bien. Est-ce que vous connaissez l'un et l'autre un garçon qui s'appelle Diego Phillips? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Bon, on va essayer de corriger cette injustice. Ça semble le choix logique. Voilà. Donc Diego Phillips, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer à Marilène Corot et à François Gemène qui vous êtes? Eh ben, je suis un musicien, auteur-compositeur, d'origine belge, mais j'ai étudié et j'habite à Londres depuis 7 ans, maintenant presque 8. Yes. Et je fais de la musique à Londres depuis 8 ans maintenant. Et voilà. Quel est le style auquel on peut vous raccrocher? Je dirais indie folk rock, Ouais. pour mettre dans une case. Alors il y a quelque chose d'intéressant, maintenant que vous êtes tous les trois, c'est la notion de l'expatriation, ou des racines, ou de la migration volontaire ou subie, mais plutôt volontaire dans votre cas. François Gemène, vous êtes un Belge expatrié à Paris, ça va? Ou les Français vous mènent la vie dure? Non, ça va. C'est-à-dire que les Belges, en tout cas auprès des Français, ont généralement une assez bonne image, sont considérés comme des gens sympathiques, amusants. Et donc, effectivement, moi, j'ai plutôt bénéficié d'un préjugé positif que les Français avaient à l'égard des Belges. Malheureusement, pour beaucoup d'autres nationalités et pour beaucoup d'autres couleurs de peau, ce n'est pas le cas, malheureusement. Ouais. Marilène, vous avez des origines chiliennes, et Diego, vous avez donc choisi d'aller en Angleterre. Est-ce que vous comprenez que pour certains, ce sont des trajectoires qui sont bizarres? Non, je crois pas. Parfois, on a envie de bouger et parfois, la vie nous amène à aller voir autre part. Et c'est des choses qui sont assez naturelles, j'ai l'impression. Ouais. La scène musicale anglaise, c'est quelque chose pour un musicien? C'est quand même un rêve. C'est un rêve. C'est surtout beaucoup de grands groupes, les Beatles, les Rolling Stones, David Bowie, c'est quand même quelque chose. Ouais. Alors, vous présentez... Et Mick Jagger. Et Mick Jagger. Ouais. Vous présentez un projet, Diego Phillips, qui s'appelle I Am Yuki, The Hiroshima Project. On va parler du Japon, donc avec vous, on va parler d'Hiroshima. On va regarder un petit extrait de ce projet, et puis après,
Je vais vous laisser le présenter à François Gemène et à Marilène Corot. Expliquer un petit peu votre démarche. In my room, I feel safe. Why can't we all feel the same? In my room, I feel peace. Why can't we just feel the breeze? What if I run away tonight? What if I run away for a while? Alors, Diego Phillips, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir une chanson qui s'appelle In My Room, qui est sur l'album, sur la 3e piste de l'album. Vous dites que c'est un album. Oui, voilà, on voit la couverture. Pour moi, c'est vraiment un album à écouter dans son entièreté. D'ailleurs, on n'a pas fait de single ou rien, parce que pour moi, c'est vraiment une pièce complète, avec une histoire du début à la fin, qu'il faut vraiment écouter avec attention et un peu de patience. Vous pouvez expliquer cette histoire? C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Yuki, qui a 8 ans et qui vit les bombardements d'Hiroshima, plus ou moins 24 heures avant les bombardements jusqu'à la bombe et l'après-bombe. Vous êtes allé au Japon, vous êtes documenté. Comment ça s'est passé, cette écriture? Parce qu'il y a à la fois l'album, il y a aussi une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube ou sur votre site internet, et puis il y a une seconde vidéo, il y a un petit film qui a été produit, qui est un petit peu l'histoire du making-of. Racontez-nous ça. Donc en fait, l'histoire commence au Japon, un pays que j'aime beaucoup, et j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie au Japon, et un jour, quand j'étais étudiant en relations internationales, je me suis retrouvé tout seul, un peu par hasard, à Hiroshima. Et donc j'ai visité la ville et le musée, et ça m'a vraiment, vraiment touché. J'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez puissant. Je trouve que la ville vraiment a été reconstruite, et le parc, c'est une expérience assez puissante. Et puis des années plus tard, à Londres, je me suis dit, il faut que je raconte un peu cette histoire de manière différente. Et donc j'ai appelé tous les musiciens les plus talentueux que je connaissais, et on a fait cet album. Et on a une réalisatrice suisse qui nous a suivis pendant le processus, et qui a réalisé un petit documentaire qui est sur YouTube, que vous pouvez voir, sur le processus derrière l'album et les musiciens qui en parlent et comment on l'a créé. Ouais. C'était important de parler d'Hiroshima pour vous? C'est pas votre génération? C'est pas ma génération, mais dans le thème, il y a une universalité. Il y a évidemment l'histoire a tendance à se répéter souvent. Et donc l'histoire, pour moi, l'histoire d'Hiroshima est une histoire qui se répète. Je crois qu'on le voit encore aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches au Japon suite à la catastrophe de Fukushima, avec les gens qui avaient été déplacés, notamment à la suite de l'accident nucléaire, avec le traumatisme social que ça a été, avec les villages abandonnés, les femmes qui ne parvenaient plus à trouver de mari, par exemple, parce que le mari avait peur que la femme soit stérile, et donc ils avaient peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et donc toute une série de processus vraiment de long terme qui ont transformé la société japonaise. Et j'étais frappé de voir, comme beaucoup, comparer l'accident de Fukushima à la catastrophe de la bombe d'Hiroshima. Et en disant, nous allons devoir nous relever de Fukushima comme on s'est relevé d'Hiroshima. Il y a un processus dans cet album, parce qu'on parle d'album, mais il y a aussi une vidéo, hein, on a vu un petit extrait. Vous avez tout fait tout seul? Tout seul, pas vraiment, non. J'ai de l'aide de beaucoup de gens talentueux autour de moi.
Cette vidéo d'ailleurs qu'on voit là a été réalisée par un réalisateur sud-africain, qui est un autre pays que j'affectionne beaucoup, et qui a fait des visuels sur la musique. Ouais. Mais ça crée un univers, Diego Philippe. Si je vous dis que par exemple, quand moi j'ai écouté votre album, j'ai pensé à David Bowie, ça vous fait plaisir ou pas? Ça me fait énormément plaisir. Ouais. On va regarder un deuxième extrait. How big I come and stand at every door, but none can hear my silent threat. A knocking yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. Only 7, though I died in Hiroshima long ago. I'm 7 now, as I was then, when children die that do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust. And I was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself. I am dead, for I am dead. All that I need is that for peace you fight today, so that the children of this world can live and grow, and love and play. Ouais. Diego Philippe, on est après l'explosion, une moitié de l'image avec une flamme, l'autre moitié avec des fleurs. C'est pas joyeux, hein? Non. C'est voulu? La vie est pas toujours joyeuse, et je crois que les artistes doivent représenter parfois la joie comme la peine. Marilène Corot, ça vous parle, cette musique et ce projet? J'adore les ambiances, les voix. Et je trouve ça incroyable d'arriver à faire tout un album comme ça avec une histoire. C'est inspirant. Ouais. François Gemène, ça nous ramène au rôle des artistes. Et donc de pouvoir parler d'une catastrophe, de pouvoir la dépasser et faire preuve de, le terme à la mode, de résilience. C'est de ça que vous attendez des artistes que vous écoutez, que vous allez peut-être voir en concert, lire, etc. Absolument. Moi, je dois dire, j'aime pas du tout les artistes qui, quelque part, sont dans une sorte de bulle détachée de la société et qui, quelque part, n'interviennent pas dans les grands débats de société. Et donc, sur la question des réfugiés ou sur la question de l'arme nucléaire, de la catastrophe nucléaire, ce sont des sujets sur lesquels je trouve qu'on a besoin d'entendre une voix artistique et que cette voix complète absolument le travail que peuvent faire des historiens sur la catastrophe de Fukushima ou des politologues ou des avocats en droit des étrangers sur l'immigration. Et je crois que c'est très très important aussi que vraiment les artistes se saisissent de ces sujets de société parce que c'est une façon de les présenter autrement, c'est une façon aussi de toucher les émotions des gens. Et je crois, alors que je suis chercheur, qu'il y a certains sujets sur lesquels on ne va pas toucher les gens uniquement avec des faits et des chiffres, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir mobiliser leurs émotions. Et ça me paraît très très important. Ouais, François Gemène, je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce qu'on parle de nucléaire et qu'on a parlé de climat. Est-ce que l'énergie nucléaire, c'est la bonne réponse face au risque de réchauffement climatique? Il n'y a pas une bonne réponse face au risque de réchauffement climatique. Et je crois que souvent,
le débat qu'on a notamment en Belgique et plus globalement en Europe sur le nucléaire, quelque part, occulte tous les autres aspects de la lutte contre le changement climatique et devient presque un débat un peu symbolique. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique mondial, les énergies fossiles, donc le charbon, le gaz et le pétrole, représentent 84% du mix, les énergies renouvelables 11% et le nucléaire seulement 4%. Et donc on a parfois un peu l'impression que le nucléaire c'est 4% du mix énergétique mondial, mais 96% des débats sur l'énergie ou sur le changement climatique. Et je crois que c'est très très important de, quelque part, pouvoir avoir une attitude pragmatique, reconnaître que dans certains cas, oui, le nucléaire peut faire partie de la solution et peut aider, dans certains cas, à sortir des énergies fossiles, mais dans d'autres cas, ce n'est pas applicable. Par exemple, personne ne va aller mettre des centrales nucléaires en Afghanistan ou au Mali parce qu'on se rend bien compte que les États sont trop faibles ou trop fragiles que pour assurer la sécurité et la maintenance des installations nucléaires. Et donc je crois que c'est vraiment important que quelque part le nucléaire, d'une part, n'occulte pas les questions quant à notre style de vie, quant à nos modes de consommation et nos modes de production, et d'autre part, qu'on réalise bien qu'il y a un vrai débat de société sur le niveau de risque acceptable. Il n'y a aucune énergie qui est parfaite, et donc je crois que c'est vraiment important que ce débat ne soit pas capturé comme il l'est parfois dans des sortes de joutes un peu symboliques ou idéologiques, ou par des experts avec des arguments d'autorité en disant « il faut absolument faire le nucléaire ». Tout est une question de choix politique. Voilà, le choix politique, parfois éclairé par les artistes. Ça va être un petit peu la conclusion de cette émission. On va rappeler que Marilène Corot a sorti un album qui s'appelle Flavor et qu'elle va le défendre. Ce sera le 5 mai je le montre à la caméra. Au Sens, rue de la Tulipe. Et que Diego Phillips a lui sorti un autre album qui s'appelle The Hiroshima Project avec l'histoire du petit Yuki et qu'on peut aussi trouver la vidéo et le making-of de tout ça sur son site internet à lui aussi. Merci à tous les trois d'être venus dans Connaissez-vous. On va se quitter avec un micro ouvert, c'est le principe de cette émission. On offre 3 minutes à un créateur. C'est Dominique Bella qui est notre invité cette semaine et il a décidé de nous parler de ce qui se passe en Ukraine et de la manière dont on le traite chez nous. Dominique Bella. Jusqu'où va-t-on aller? Interdira-t-on bientôt la consommation de la vodka russe au risque de nous abreuver au poutinisme, au subversisme, au complotisme? Proscrira-t-on bientôt dans nos restaurants le bœuf stroganoff? Nos gamins pourront-ils continuer à jouer avec des poupées russes? Tiens, après les dents de vampire, certains ont ajouté aux images des poupées russes une arme, un treillis, symbolisant la Russie. Oui, le monde devient fou. Je n'exagère certainement pas en me demandant si on ne marche pas sur la tête. Même au Cameroun, mon pays d'origine, vu d'ici comme l'une des pires dictatures de la planète, un homme est au pouvoir depuis 40 ans, gagne toutes les élections démocratiques avec des scores soviétiques. Au Cameroun, disais-je, on n'a pas vu une telle censure. Pourtant, on est bel et bien au Gondwana. Le lion reste le seul maître de la forêt et son règne se poursuit. Évidemment, je suis contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Évidemment, je suis contre les actes de Vlad, que tu nous tiens. Mais comment expliquer cette folie? Confondre Poutine avec les Russes alors que bon nombre d'entre eux s'opposent à la guerre. Je ne comprends pas ce bannissement. Je vais vous parler de Fyodor Dostoïevski, considéré comme l'un des plus grands romanciers russes. Il est entre autres l'auteur de Crimes et Châtiments adaptés au cinéma, dont l'un des rôles majeurs est incarné par Jean Gabin. Fyodor Dostoïevski avait été envoyé au bagne pour avoir lu les livres interdits par le tsar. Eh bien, Fyodor Dostoïevski est victime de la culture de l'effacement, la cancel culture, qui frappe bon nombre d'écrivains et artistes russes en Occident. À l'université de Milan, on avait décidé il y a peu de remettre en cause ces cours avant de se raviser. La culture n'immunise pas contre la bêtise, diriez-vous. Fyodor Dostoïevski est mort plus d'un siècle, pourtant avant la guerre en Ukraine. À l'Opéra Royal de Londres, on a déprogrammé Boltsoï. En Slovaquie, c'est Prokofiev qui est supprimé de l'orchestre national.
On ne compte plus les nombreux concerts de pianistes ou de chefs d'orchestre d'origine russe annulés purement et simplement en Europe et en Occident et aux États-Unis. Toute cette censure se fait au nez et à la barbe des citoyens et des dirigeants sans une réelle prise de conscience que cela exacerbe le nationalisme russe. Je ne parlerai pas des sanctions contre les footballeurs. En quoi les sportifs sont-ils responsables des actes de Vladimir Poutine ? Je n'évoquerai pas la fermeture des chaînes Russia Today et Sputnik alors qu'on est censé défendre la démocratie. Non. Je continuerai pour ma part à lire et à relire la formation de l'acteur et la construction du personnage de Konstantin Stanislavski, le père du cinéma moderne et du théâtre. C'est pour moi mon acte de rébellion en soutien aux écrivains et aux artistes russes. Parce que l'artiste n'est pas un politicien, l'artiste n'est pas un soldat, l'artiste, c'est un artiste. Point final. Dominique Bella, dont vous pouvez retrouver les textes sur le site migrantstory.news. Il y signe notamment des articles consacrés à l'actualité culturelle. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous, votre rendez-vous de la culture de dimanche soir. À dimanche prochain.